好吧。Bienvenue à Pékin, madame et messieurs. Je suis très contente de vous recevoir ici à l'aéroport. Je serai votre guide local à Pékin. Depuis 3 décennies, la révolution culturelle n'en finit plus d'avancer. La Chine compte 1,2 milliard d'individus, dont 10 millions dans l'agglomération de Pékin. La ville s'étend aujourd'hui sur 4000 km², à peu près à la même latitude que Naples. Au XVe siècle, la dynastie des Ming en fait la capitale. Elle est conçue comme un vaste damier avec des artères en angle droit, selon un axe nord-sud et des règles cosmologiques auxquelles obéissent les constructions. On se protège toujours du nord, synonyme de mauvais esprit et d'invasion barbare. Pour échapper au mal, les ouvertures sont donc au sud et les bâtiments séparés par des cours et jardins. Au pied d'une construction impériale, côté nord, par exemple, on trouve un marché. Mais au sud, la protection est assurée pour les fonctionnaires et les artisans. Selon la philosophie de Tao et le paradis des mortels, les rivières sont les artères de la terre et la pierre des montagnes, son squelette. Vue d'en haut, Pékin est une ville souvent plate, d'un attrait limité. Voilà qui réduit les dégâts en cas de secousse sismique. En 1976, un tremblement de terre a quand même fait de nombreuses victimes. Du temps des empereurs, aucune construction ne doit dépasser la cité interdite. Avec les temps modernes émerge l'urbanisation. La ville et ses faubourgs sont vastes, le réseau routier est conséquent. Le jaune domine, c'est la couleur des taxis-fourgonnettes, pratique et pas cher. Pékin est un inextricable marché permanent. L'automne y est sec et agréable, d'où l'encombrement pittoresque des rues.
la circulation s'en accommode, elle-même anarchique. 8 millions de vélos sillonnent l'agglomération. Les écologistes applaudissent. Mais voilà qui trahit un niveau de vie encore modeste, grâce auquel Pékin évite l'asphyxie. Le parc de bicyclettes est impressionnant. Pékin absorbe tous les jours 250 000 visiteurs venus des 4 coins de Chine, plus les touristes. C'est le signe d'une consommation effrénée que les Chinois découvrent après trop d'années de vaches maigres. Voilà qui suit la révolution culturelle et emboîte le pas de l'expansion des pays de l'Est. C'est la Samaritaine pékinoise, qui draine son flux comme dans n'importe quelle capitale du monde, sous l'œil aguerri de quelques sommités bienveillantes du système. C'est l'appellation locale. L'hôtellerie est confortable et l'organisation du voyage incroyable. Par suite d'une défection, nous ne formons plus qu'un tout petit groupe. Tout au long du séjour, nous disposerons d'un guide, d'un minibus et d'un chauffeur, du jamais vu en 15 ans de voyage à travers le monde. Tous les jours, nous serons baladés à 80 km à la ronde autour de Pékin, restaurés en cours de route, midi et soir, et reconduits à l'hôtel au jour déclinant. Extraordinaire, non ? La première pause déjeuner a pour cadre un restaurant typique des plus avenants. Dans quel sens on mange tout ça? Nous en arrivons fatalement à l'épreuve du riz à manger avec des baguettes. La carpe douce amère, le porc caramélisé nous ont un peu chahuté le palais. La promenade digestive longe cet écran mythologique de 30 mètres de long sur 5 mètres de haut. La Chine impériale y aligne ses effigies, qui remontent au XVe siècle. Ni ces grosses bêtes, ni les touristes n'effraient les enfants de Mao. Ah ouais? Comment venir à bout d'une ville sèche et plate, en modifiant le paysage? On creuse un lac artificiel comme celui-ci et on récupère la terre pour ériger une colline comme celle d'en face. Pourquoi ce nom inattendu? Des stocks de charbon destinés à la cour impériale auraient été entreposés là jusqu'à constituer ce mamelon artificiel nommé aussi colline du panorama. Une autre légende évoque la couleur noire qui est celle du charbon et des influences néfastes venues du nord, contre lesquelles cette colline précisément protégerait le palais impérial. Nos promenades ont volontiers un caractère édifiant. Ça fait partie du jeu. Ainsi cette grande artère porte-t-elle un nom on ne peut plus vertueux. Comme les touristes, les écoliers chinois sont bien éduqués. Nous n'avons plus qu'à suivre et arpenter les 40 hectares de la plus grande place du monde, dont le nom veut dire « place de la paix céleste ».
Il n'empêche qu'en 1989, des étudiants contestataires y perdront leur vie face à l'intransigeance du régime. « 40 ans plus tôt, le 1er octobre 1949, c'est pourtant ici même que Mao Tse-tung proclame la République de la Chine populaire. En 1976, au même endroit, 1 million de Pékinois viendront lui rendre un dernier hommage. Tandis que glisse le touriste devant ces épisodes historiques, la ferveur populaire se mesure au kilomètre devant le souvenir du grand timonier. Au bout de l'avenue, là-bas, nous attend la cité interdite. Vous voyez, devant nous, c'est l'entrée l'Est. Il y a 4 entrées sur le rempart parce que la cité, elle est rectangulaire. Et la superficie est de 72 hectares. Et de l'Est à l'Ouest, 750 mètres. C'est la couleur de la polaire. N'y allant pas par 4 chemins, Liu explique que nous sommes non seulement au cœur de la Chine, mais aussi au centre du monde. C'est le centre du monde pour les anciens Chinois. Tout comme le palais, c'est aussi le centre. Pour les Chinois, c'était aussi la ville rouge, ou le palais impérial. Le public y accède depuis l'avènement de la République en 1912. Le flux touristique investit désormais cette demeure princière d'environ 60 hectares. La ville interdite est construite entre 1407 et 1421 sous le règne du 3e empereur de la dynastie des Ming. « 24 empereurs des dynasties Ming et Qing se succéderont jusqu'à la chute de l'Empire en 1911. Mais la Chine impériale enjambe Mao et fascine toujours. Ces énormes calices prévoyaient en fait des réserves d'eau contre les incendies. Durant près de 6 siècles, les Ming et les Qing se sont donc succédés sur le trône. Ça vous emberlificote, les touristes. Et les fils de Mao, s'y reconnaissent-ils davantage ? Et ça roule toujours. Une organisation bien huilée nous balade, à longueur de journée, parmi les 12 arrondissements de la ville, quadrillés par des voies agréables. Dans le nord-est de Pékin, subsiste un centre de bouddhistes tibétains qui a survécu à la révolution culturelle. Faute de temps, la visite sera un peu expéditive. Dommage, mais Pékin en 8 jours ne peut se visiter qu'au pas de gymnastique. On rend hommage à Tsongkhapa, réformateur du bouddhisme tibétain au XVe siècle. De vieux moines, invisibles, vivent encore ici. Ils sont rejoints par des novices venus de la Mongolie intérieure.
Au XVIIIe siècle, un prince de la dynastie des Qing vit ici. En 1732, il cède sa demeure au lama, baptisé Palais de l'Éternelle Harmonie. Des clochettes bordent les toits. Ces pieux tintements sonnent au vent en l'honneur des 10 000 Bouddhas abrités dans un pavillon. Une note folklorique nous permet d'émerger du Tibet en douceur. Ces étranges annales alignent sur la pierre l'histoire ancienne de la Chine, devant laquelle on glisse sans rien pouvoir déchiffrer. Par ailleurs, la bibliothèque de Pékin renferme quelques 10 millions de volumes, tout aussi hermétiques pour l'étranger. Ces fresques édifiantes nous ramènent au présent, marqué par la révolution culturelle. Après ceux de Londres, Moscou, New York et bien sûr Paris, nous découvrons le métro de Pékin, qui ne comporte que 2 lignes. À peu de choses près, c'est tout à fait le métro de Paris. Ce n'est pas très cher, et comme chez nous, bondé aux heures de pointe. À 50 km au nord de Pékin, au pied d'une chaîne de montagnes, nous sommes à l'abri des mauvais esprits errants. C'est là que sont enfouies les sépultures des Ming. 16 empereurs ont régné de 1368 à 1644. 13 d'entre eux sont enterrés ici. La construction des tombeaux s'étale sur 235 ans, de 1409 à 1644. Les bâtiments externes sont trop bien rénovés. Ils y perdent un peu de mystère et d'authenticité. Quant à la partie souterraine, elle est interdite aux photographes. Les tombes impériales sont enfouies à 30 mètres de profondeur et réparties sur 40 km². Seules 2 d'entre elles, aujourd'hui, sont entretenues et visitées. L'artisanat local profite du flux touristique. Les tombeaux des Ming sont aussi une promenade idéale pour les Pékinois. On s'écarte de la Chine impériale. Pas sûr que la dynastie des Ming ait grand-chose de commun avec ce trône ambulant. Ces animaux mythiques bordent une allée sacrée qui fait partie des tombeaux des Ming. Les mandarins de la Chine impériale veillent toujours. Ils sont secondés par un garde motorisé qui longe les 7 km de la voie des esprits.
on peut renverser les rôles et imaginer que ce sont les esprits impériaux qui nous regardent passer. À 80 km au nord-ouest de Pékin, sur la montagne, serpente un monument colossal. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, sont édifiés des remparts en terre. 2 siècles avant notre ère, le premier empereur de Chine reprend cette idée. Ce projet surhumain est alors le seul capable de résister aux invasions des barbares. Des restaurations se succèdent, surtout au XVe siècle, sous la dynastie des Ming. Jadis, la Grande Muraille dissuadait les envahisseurs. Aujourd'hui, elle attire les touristes du monde entier. On visite surtout des tronçons restaurés à des fins touristiques. C'est devenu une promenade d'agrément, tout juste fouettée par un vent frisquet. Mais cette construction gigantesque a coûté la vie à des centaines de milliers de bagnards qui y ont laissé leur peau. À intervalles réguliers, des tours de guet logeaient les sentinelles. Cet incroyable rempart mesure en moyenne 8 mètres de haut sur 6 mètres de large. Des vestiges zigzaguent sur plus de 6000 km. On se plaît à dire que c'est le seul ouvrage sur Terre visible de la Lune, ce que contestent les scientifiques. Au pied de la Grande Muraille, ce ravissant intermède. Comme tant d'autres métropoles, Pékin revêt l'apparence d'une cité grouillante. Au sud de la ville, loin de toute logique ou science moderne, cette agitation s'estompe à l'approche d'un parc gigantesque dédié au ciel. Notre guide Liu nous rappelle que selon la pensée chinoise, le ciel était rond et la terre carrée. Les Chinois ont toujours été intrigués par l'ordre du ciel. Leur théorie géocentrique accouche d'un globe céleste, toujours en vigueur au XVIIe siècle, alors que déjà, durant les 2 siècles précédents, Copernic bouleverse l'astronomie, suivi par son disciple Galilée, qui confirme « la Terre est bien ronde et elle tourne ». Mais en Chine, on n'en est pas encore là. Au solstice d'hiver, l'empereur se charge des péchés de son peuple
et pour apaiser son courroux, il entre en communication avec le ciel que représente cette plateforme circulaire. Dans l'axe s'alignent l'autel du ciel, la voûte impériale et le temple de la prière pour de bonnes récoltes. Le dialogue entre le ciel et l'empereur n'est pas toujours fructueux. En 1889, la foudre détruit le sanctuaire. Le palais sera reconstruit l'année suivante d'après son plan original. L'ensemble couvre près de 300 hectares. En somme, nous marchons ici en plein ciel, comme le veut cet aménagement grandiose qui remonte à la dynastie des Ming au XIVe et XVe siècle. Toute construction suit ce même principe. Une enceinte carrée, comme la terre, qui renferme une succession de bâtiments ronds, comme le ciel. Le temple du ciel passe pour être le plus beau de Chine. Cela s'entretient. Dans une ville surpeuplée, les jardins impériaux ménagent des espaces conviviaux. Ce psychodrame obéit à des codes particuliers déroutants pour les Occidentaux. À chaque civilisation, ses croyances, son folklore. Liu, guide attentionné, ne nous quitte pas d'une semelle. Ses efforts touchants restent un lien précieux entre son immense pays et nous. Ce quartier animé, sillonné comme tant d'autres par les taxis-fourgonnettes jaunes, révèle une toute autre particularité. Cela veut dire la rue des Antiquaires. Pourquoi ce nom? Jadis, d'innombrables échoppes et petits artisans travaillaient ici sans relâche autour d'une fabrique de tuiles vernissées, aujourd'hui disparue. C'est devenu une rue piétonne où se sont installés de nombreux antiquaires et boutiquiers en tout genre. Un endroit idéal pour le shopping. Les lavis à l'encre de Chine délayés sont d'une grande habileté. Ils sont peints sur de la soie ou du papier. L'art chinois brille par ailleurs avec le jade, la laque, l'ivoire, la porcelaine, etc. Il s'agit ici des mots cloisonnés sur des supports en bronze ou en cuivre.
des fils de cuivre coïncident avec le dessin. On obtient ainsi un motif en relief dont chaque élément est soudé sur l'objet à décorer. Cette technique, d'origine orientale, connaît son apogée au XIVe et XVe siècle. De l'atelier de soudure des motifs, on passe à celui des couleurs. La peinture remplit les creux entre les reliefs obtenus par les fils de cuivre. Les motifs ainsi incrustés émaillent l'objet décoré de couleurs intrinsèques du plus bel effet. La visite des ateliers se conclut inévitablement par celle d'une exposition vente. Les plus grosses pièces atteignent jusqu'à 30 000 francs. On craque en se rabattant sur des petits vases vendus quelques centaines de francs. Rares sont ceux qui sortent les mains vides. Quoi qu'en disent les guides touristiques, hormis ses vestiges impériaux, Pékin reste une ville plate, ici dominée par 2 tours, dont voici la première, qui abrite aujourd'hui une bibliothèque pour enfants. Nous sommes dans la seconde tour. De curieux tambours lui donnent son nom. Au XVe siècle, on y tambourinait les heures. La tour est reconvertie en centre culturel. Ces miradors de la Chine impériale sont devenus d'inoffensifs belvédères. En bas, on est submergé par les choux. Toute la ville en mange. L'agglomération s'étend à perte de vue, sans harmonie particulière. Mais les rues sont très vivantes. Allons voir tout cela d'un peu plus près. C'est une multitude de petits détaillants avenants, mais gare aux estomacs délicats. Coupée en lamelles, cette viande de mouton sera par exemple plongée dans un bouillon avec des nouilles de riz et bien sûr du chou. Cette soupe typique s'appelle la marmite mongole. Le moment est venu de vérifier la saveur des menus chinois. Suivons donc le chou. L'organisation a prévu une halte chez l'habitant. C'est apparemment du tout venant, dans une de ces maisonnettes sans étage qui pullulent à Pékin. Ce n'est pas vraiment le luxe, mais l'accueil est chaleureux. Les visiteurs sont inquiets, moins à cause de l'utilisation facultative des baguettes qu'à cause du menu. Passe encore pour les nids d'hirondelles, mais le ragoût de chien en sauce. On n'a rien mangé de tel. Ces crêpes fourrées sont un régal, à partir d'une quinzaine de plats à base de porc sucré, de poulet croquant, de bœuf braisé, de nouilles au sésame et autres pommes caramel.
Les variantes vont à l'infini. Ah, les raviolis sont aussi une spécialité pékinoise. Et comme la confiance règne, il n'y a aucune raison de les bouder. La barrière linguistique ne favorise guère la conversation, mais le courant passe, le temps d'un sourire. J'y arriverai ou je n'y arriverai pas? Ça c'était enregistré ça. Changement de décor. Nous sommes chez une présidente honoraire de Chine, aujourd'hui disparue, et vénérée pour ses bienfaits. Il est interdit de photographier quoi que ce soit une fois la porte franchie. Nous avons un peu désobéi. Nos hommages, chère madame. Promue au rang de musée, cette sorte de demeure, tranquille et spacieuse, constitue le rêve inaccessible de la plupart des Pékinois. On n'est pas venu à Pékin pour voir ça, mais puisqu'on est là... C'était jadis un jardin impérial. Les temps ont bien changé. Les pandas sont, en Chine, de gros nounours mythiques. Ils sont menacés d'extinction. Ceux-là ont l'ordinaire assuré. Ce canal offre un cadre décent aux palmipèdes. Mais dès qu'on s'en éloigne, le sort des 5000 animaux du parc zoologique n'a rien d'exaltant. Les bêtes s'ennuient. Le jour, dans la plupart des grandes artères, Pékin est un marché permanent. On trouve les produits courants sur des petits étalages de fortune. Acheteurs et vendeurs ont à peu près les mêmes statuts. Les plus débrouillards ont toujours quelque chose à vendre. Ils trimballent partout une échoppe roulante que l'on retrouve la nuit. La ville se transforme alors en un vaste fast-food. Oh, c'est pittoresque, mais toujours pas recommandé aux estomacs fragiles. Le touriste se laissera plutôt séduire par les enseignes lumineuses. C'est plus cher, mais bien meilleur.
on trouve jusqu'à 100 mets différents, dont les fameux ailerons de requin et la soupe de nid d'hirondelle. Voici le fameux canard laqué, et donc doré avec du sucre. Pas question d'avoir une cuisse entière. C'est tout coupé en lamelles, roulé dans des crêpes de riz ou bourré dans des petits pains creux avec du chou, de la ciboulette, etc. Bon appétit! Les Occidentaux commettent souvent l'erreur de se gaver dès le début du repas. Ils ne peuvent goûter à tout. Bon, tu fais tout cuire là. On va la refaire ici. Voilà. Et puis il y a la fameuse marmite mongole, un drôle de pot-au-feu avec du mouton. On excusera l'approximation des images, filmées à bout de zoom du fond de la salle, sans aucune aide technique. Le théâtre est bondé, et on n'a malheureusement pas toujours les meilleures places. C'est une curiosité assez déroutante pour les Occidentaux. En simplifiant, on retrouve l'éternelle confrontation du bien et du mal. Une fille effrontée est réprimandée par son père vertueux. Chaque geste est chargé d'un sens qui nous échappe. Mais le spectacle est flamboyant. C'est à la fois du théâtre et du cirque, mais surtout l'émergence de traditions ancestrales. Encore une fois, 1000 excuses pour ces images de piètre qualité. Mais quoi, elles viennent tout de même du théâtre de Pékin. Pour échapper à la fournaise de la ville, à 20 km au nord-ouest de Pékin, le troisième empereur des Qing décide, vers 1730, la construction d'un gigantesque jardin d'été qui sera achevé par son successeur. Mais voici la guerre de l'opium. En 1860, le palais est incendié par les Anglais. La cour est privée de résidence estivale. C'est un sale coup pour la douairière qui règne alors. En 1888, pour ses 60 ans, l'extravagante impératrice envisage un nouveau pied-à-terre. Elle sacrifie les fonds destinés à sa flotte, soulève la haine de son peuple et essuie une cuisante défaite face aux Japonais.
Ce Versailles à la chinoise s'ordonne autour d'un lac de 300 hectares et avoisine en tout près de 3 km². Cette galerie couverte, richement décorée, mesure plus de 700 mètres. Le flux se partage entre d'innombrables pavillons, tels que ceux de la bienveillance, de la longévité, de la vertu, de l'harmonie, de la félicité, etc., etc. Comme tant d'autres, le lac est artificiel. Il n'excède pas 2 mètres de profondeur. Ce vaste trompe-l'œil ne s'arrête pas là. Cette jonque de marbre, à jamais soudée au sol, témoigne des excentricités de l'insatiable impératrice, qui organisait là des banquets pour ses ministres. Ces quelques aperçus édifiants pourvoient au tourisme. Y a-t-il aussi là de quoi éduquer la jeunesse ? Beaucoup de routes autour de Pékin sont joliment ombragées. La campagne est vaste. 80% de la population chinoise vivent du travail de la terre, comme le laisse entrevoir ce canton situé au nord de la capitale. C'est-à-dire les entreprises privées, ils sont tellement nouveaux, récents. Notre visite se veut basée sur la transparence. Elle s'apparente ici à celle de quelques notables, véhiculés dans un minibus particulier et escortés par une sorte de conseiller local pris au passage. Nous commencerons par visiter une école. Celle-ci semble avoir pas mal de points communs avec les nôtres. Depuis 1989, 9 années d'enseignement sont obligatoires pour chaque Chinois. Aujourd'hui sont formés des citoyens aptes au travail manuel et intellectuel. 4 années sont programmées au jardin d'enfants, suivies de 5 autres années à l'école élémentaire. Plus tard, vers l'âge de 13 ans, ils suivront simultanément des cours complémentaires. Un slogan proclame qu'il faut être rouge et expert dans son travail. Seuls les plus doués seront poussés jusqu'à l'université, mais ils n'échapperont pas à 2 ou 3 ans de stage productif dans l'industrie ou l'agriculture. À l'autre bout de la vie sont entassés des vieillards.
Cette visite éclair n'a rien d'exaltant. Un couple par chambre exigu qu'on n'a pas osé photographier. Seul sourire, celui de cet octogénaire et pensionnaire modèle. Jouant franc jeu, l'organisation nous balade toujours dans la campagne. Elle nous emmène de nouveau chez l'habitant, cette fois plus fortuné et mieux loti. Nous sommes chez un polyvalent, à la fois paysan et artiste, selon l'éducation ambivalente observée à l'école. Cette demeure est celle d'un intellectuel qui mène par ailleurs une petite exploitation agricole. Cette aisance relative favorise l'accueil des visiteurs. Le maniement des baguettes n'est pas facile. On s'amuse d'un rien, à défaut d'une conversation aisée. Il faut traduire sans cesse. La table est abondante. Voici justement une sorte de trou normand à base de bière et d'alcool de riz. Le thé est bienvenu après l'anguille sautée aux pousses de bambou, le canard fumé aux épices, le porc sucré, les nouilles au sésame, etc., etc. Ce cadre distingué est donc aussi celui d'un artiste. La barrière de la langue chinoise disparaît devant des œuvres ravissantes. Il est clair que notre hôte se distingue davantage avec les lavis à l'encre de Chine que dans la culture du blé, du riz ou du maïs. Chaque pièce est un poème, où se mêlent peinture et calligraphie, selon l'écriture chinoise et ses innombrables symboles qui s'y prêtent parfaitement. Nous sommes conquis. La bienséance suppose quelques achats. Pas de problème. C'est beau et d'un prix abordable. Notre hôte a encore une autre corde à son arc, une petite fabrique de bijoux fantaisie. Achètera, n'achètera pas. Allez, encore un petit effort. La visite est à droite. Elle rehausse d'autant l'idée qu'on peut se faire de la révolution culturelle. Et eux, quelle idée se font-ils de nous? Au-delà d'un tourisme avisé, le courant est tout de même passé. Cette étape restera l'une des plus chaleureuses du voyage. On regagne le centre-ville. Rappelons-nous que Pékin s'étend sur 4000 km². On roule donc beaucoup. Les 10 millions d'habitants se partagent principalement entre trois grandes religions: confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Rien à voir avec cette église, catholique, celle-là, qui constitue une exception. Le touriste européen y retrouve sa propre religion. Des missionnaires ont réussi à introduire le Christ en Chine. Il faut croire que la révolution culturelle a su s'en accommoder.
Cette fin de journée est celle d'innombrables citadins bercés d'espoir vers des lendemains toujours meilleurs. Oh, la Chine ne manque pas de sang neuf. Comme toutes les métropoles du monde, Pékin tricote quotidiennement des mini-drames à l'infini. Le flegme asiatique est une réalité permanente. Ma caméra stylo s'y frotte à loisir. Les petits boulots pullulent. Cette économie parallèle s'émiette sur le bitume. Derrière le pittoresque, les laissés-pour-compte s'organisent. Notre séjour tire sur sa fin. Liu, guide attentionné, s'est montrée attachante. Elle dit n'être jamais venue en France. Ce n'est pas facile. Des formalités sont en cours. Les messagers que nous sommes l'ont convaincue. Elle découvrira Paris l'an prochain. Le monde a plusieurs berceaux, notamment la Chine, qu'on nomme justement l'Empire du Milieu. C'est si grand qu'on s'y sent tout petit. Pensez donc, 1,2 milliard d'individus. La Chine impériale s'est ménagée une succession d'empereurs, fils du ciel, chargés de sauvegarder l'harmonie cosmique, et donc la prospérité. La révolution culturelle a chamboulé tout cela. Où court-il donc? Près de la moitié des Chinois n'atteint pas l'âge de 18 ans. Ce sont tous des enfants de Mao. Enfin, presque. Victor Ségalen, globe-trotter avisé, disait « Sans mérite ni peine, tu parviendras non point au marais des joies immortelles, mais au remous du grand fleuve diversité. » L'instigateur du petit livre rouge a canalisé tout cela. À l'autre bout des 40 hectares de la place, son propre mausolée lui fait face. Des milliers de visiteurs, entre le sépulcre et l'effigie, saluent toujours le grand timonier. Au revoir, chers amis. Je vous souhaite un bon retour en France. Je vous souhaite toutes les bonnes chances et la bonne santé à vous. Merci à vous. Vous êtes très gentils. Tu peux rire, Poussa. L'écart est grand entre San Francisco et Pékin. Mes carnets de voyage sont loin d'être épuisés. Donc, à bientôt.